Voilà, bonjour, bienvenue et on va évoquer aujourd'hui cette fusion qu'il y a eu entre le rock et la musique électronique dans les années 90. Oui Laurent, bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler plutôt d'un courant musical, le trip-hop, et de certains artistes plus proches de la musique électronique. Alors les années 90 sont des années assez intéressantes, particulières et extrêmement riches en influences, en styles musicaux différents qui vont commencer par fusionner de plus en plus. Et là-dedans va se créer en fait un nouveau mouvement musical qui sera basé autour d'une ville en Angleterre, qui est la ville de Bristol. Alors c'est assez marrant que voilà, dans cette ville, un nouveau courant musical émerge, et ce sera bien le cas, ce sera un courant qu'on appellera le trip-hop. Alors dans le trip-hop, on va retrouver plein d'éléments différents. Il y aura des traces de jazz, il y aura des traces de rock, il y aura des traces de pas mal d'influences de musique électronique, de hip-hop, et tout ça va se mélanger en fait et créer un nouveau mouvement qui va évoluer essentiellement autour de quelques groupes phares. Je pense notamment à Portishead et à l'album Demi, qui va être une véritable révolution musicale en 1994. Il y aura aussi évidemment le groupe Massive Attack, il y aura Tricky, tous ces groupes en fait qui sont originaires de cette ville de Bristol, qui vont enregistrer aussi là-bas et changer un petit peu les codes de la musique, un courant donc électronique extrêmement important qui va aussi donner pas mal d'idées à certains rockers, on va dire, plus classiques, puisqu'on sait que par la suite, certains musiciens, notamment des musiciens de Portishead, vont commencer à travailler avec des musiciens issus du monde du rock plus classique. Je pense notamment à certains musiciens de Portishead qui vont après travailler avec notamment Robert Plant et Jimmy Page. Donc voilà, tout ce monde va émerger, va se transformer, et aussi, Pierre, faut-il le dire, au studio, d'un point de vue studio, en tout cas à Bristol, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Oui Laurent, tout à fait, voilà, à Bristol il se passe beaucoup de choses. On peut parler un peu de ce son de Bristol, et finalement, oui, les studios ont une importance, mais c'est aussi une époque où le home studio, où l'artiste commence vraiment à pouvoir faire de la musique chez lui, et des groupes comme Massive Attack, comme Portishead et d'autres dont on va parler, ce sont des groupes qui vont utiliser le studio pour certaines parties de leurs enregistrements, puisque en fait ils vont beaucoup travailler chez eux, ils vont utiliser le sample, ils vont prendre des morceaux du répertoire existant, par exemple du jazz fusion, dans le cas du premier album de Massive Attack, Blue Lines, dans le morceau Safe From Harm, ils vont utiliser un sample d'un morceau des années 70, un morceau de Billy Cobham, qui va vraiment servir de base au morceau, prendre quelques mesures, les mettre en boucle, et ils construisent une base de morceaux sur ça. Ils vont rajouter évidemment des sons, beaucoup de traitements, beaucoup de choses dans le mixage, évidemment, pour rendre ça vivant. Ils vont faire aussi appel à des artistes qui vont venir un peu en guest pour les voix, comme Néné Chéri, comme Horace Andy, qui vient plutôt du reggae. Et tout ça va former une sorte de fusion, va former ce son particulier du trip-hop. Et d'autres groupes aussi, donc comme Portishead, qui eux vont plutôt travailler leur son de manière à avoir une sorte de pseudo mauvaise qualité, on va dire. Voilà, ils mettent des craquements, ils salissent le son pour avoir un son très typique. Ils vont utiliser des vinyles, ils vont faire du scratch en direct dans leur célèbre live à New York, par exemple. Et donc sur leurs albums, on retrouve tout ça, dans l'album Demi, avec le morceau Glory Box, très emblématique du groupe, avec cette voix un peu téléphone de la chanteuse. Et dans cette fusion entre le rock et la musique électronique, il n'y a pas que le courant trip-hop. Il y a certes des gens qui vont s'en inspirer au départ de leur carrière, notamment je pense à Björk pour son album Début, qui va profondément marquer le début des années 90, avec cette tentative de nouvelles sonorités qui flirtent entre pop, rock et musique électronique. Par la suite, elle s'en ira évidemment vers d'autres expériences musicales, où elle s'éloignera de plus en plus du trip-hop. Et puis, autre courant majeur fusionnant rock et musique électronique, c'est le mouvement Big Beat, qui sera représenté notamment par des groupes comme Chemical Brothers, Fatboy Slim ou encore Prodigy, qui vont, de par leurs samples, notamment des samples de la musique rock des années 70, 80, 90, en tout cas début 90, vont reprendre tout ça et le mettre en avant dans leur musique, qui sera une musique plus électronique. Il y a aussi des personnes qui vont, à l'instar de Prodigy,
reprendre aussi des éléments au niveau visuel et un petit peu de l'attitude du punk, le punk rock. Je pense notamment au leader de Prodigy, le chanteur avec cette attitude assez cyberpunk qui était assez marquante à l'époque. Et puis aussi mettre en avant cette collaboration qui existera en tout cas entre notamment les Chemical Brothers et Noel Gallagher sur le morceau Let Forever Be, qui est un hommage en fait au Tomorrow Never Knows des Beatles, avec le même genre de lignes rythmiques empruntées aux Beatles, mais évidemment revisitées par la Chemical Brothers de façon beaucoup plus électronique. Donc finalement fusion entre un artiste rock, Oasis, en tout cas à travers Noel Gallagher et les Chemical Brothers, ou encore les Chemical Brothers qui auront l'occasion de travailler avec Bernard Sumner de New Order pour ce même album Surrender en 99, qui sera aussi un album extrêmement important de la décennie. Alors oui, des groupes comme les Chemical Brothers, comme d'autres qui vont vraiment être en abondance à la fin des années 90, puisque ce sont des groupes qui intègrent complètement la musique électronique. D'autres groupes, je pense à Fatboy Slim aussi, voilà, des groupes un peu plus hip-hop qui font un peu une fusion de différents courants musicaux. Et alors on retrouve aussi un artiste dont on n'a pas encore parlé, c'est Moby, qui va avoir évidemment une importance énorme à la fin des années 90 avec son album Play. Puisque Moby est un artiste vraiment complet, c'est un DJ producteur qui est basé à New York, et il va évidemment se servir de toutes les techniques à sa disposition. Il va vraiment travailler chez lui. C'est un album, quand on parle de l'album Play, il n'a aucune idée du succès que cet album va rencontrer. Donc cet album est fait quelque part avec des petits moyens. Dans les voix, il va utiliser beaucoup de voix qu'il va prendre dans les archives américaines, les archives qui contiennent les fameux enregistrements de John Lomax, qui est un musicologue américain qui va sillonner les États-Unis des années 30 aux années 50-60 pour récolter des chants, notamment des gospels, des chants traditionnels dans les prisons et un peu dans les campagnes. Et Moby va avoir l'intelligence d'aller repêcher ça et de s'en servir pour certains de ces morceaux emblématiques comme Natural Blues. Je vous invite à aller réécouter tous ces morceaux et de voir les archives de John Lomax. Et donc rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons parler, comme Laurent va vous l'annoncer, de deux groupes qui se sont assez bien opposés pendant les années 90. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment du courant Britpop et de l'opposition entre Oasis et Blur.